Vous savez quand on dit que la famille, c'est l'endroit le plus sûr au monde? C'est faux. Le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu. Parce que c'est dans ma propre maison, dans ma chambre d'enfant, entourée de poupées et de dessins au mur, que mon frère m'a fait ce que même le diable n'aurait osé. Et mon père? Ah, mon père, il pensait toujours que le monde tournait autour de ce garçon. Même aujourd'hui, à 70 ans passés, j'entends encore sa voix imposante qui hurlait « Tu inventes encore des histoires, petite folle ». Comme si le ventre qui a grandi en moi à 14 ans n'était qu'un produit de mon imagination. Je m'appelle Jessica Moreau, mais vous pouvez m'appeler Madame Jessica. Je suis née en 1951 ici, à Chorou, en Inde. À cette époque, les enfants n'avaient pas le droit de parole, pas de voix. Et les filles, elles devaient se taire, obéir et dire merci. Aujourd'hui, par ce chaud après-midi de janvier, assise sur la terrasse de ma petite maison simple mais honnête, j'ai décidé de raconter une histoire que j'ai gardée près de 6 décennies. Ce n'est pas une histoire jolie. C'est de celle qui donne la nausée, qui donne envie de se boucher les oreilles. Mais elle doit être racontée. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de fillettes qui vivent le même enfer que j'ai traversé, qui pensent être seules au monde. Si vous m'écoutez maintenant, dites-moi en commentaire d'où vous venez. Je veux savoir si mon histoire voyage loin, si des gens de tous les coins de France me suivent. Et si vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo et vous abonner à la chaîne, faites-le. Chaque like, chaque commentaire me donne la force de continuer à parler de ce que beaucoup préfèrent cacher sous le tapis. Je me souviens comme si c'était hier du moment où j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas dans ma famille. Je devais avoir environ 7 ans. Je jouais à la dinette dans le jardin quand j'ai entendu mon père hurler sur ma mère dans la cuisine. Ce n'était pas nouveau, il criait toujours. Mais cette fois, c'était différent. « Oh Marie, arrête de dorloter cette fille. Laisse-la apprendre que dans cette maison, c'est moi qui commande. Et toi, Antoine? » Antoine, mon frère aîné, 5 ans de plus que moi. Brun, grand pour son âge, avec des yeux verts étranges, parce que dans notre famille, tout le monde a les yeux marrons. Les voisines disaient toujours qu'il était trop beau, qu'il briserait beaucoup de cœurs. Elles ne savaient pas que le premier cœur qu'il détruirait serait le mien. Mon père, Monsieur Jean Moreau, était de ces hommes nés à la mauvaise époque. Il pensait que les femmes étaient faites pour servir, que les hommes ne pleurent pas et qu'un fils vaut 10 filles. Il travaillait à la mairie, je ne sais plus vraiment à quoi, mais il rentrait toujours avec l'odeur du calvados et des cigarettes. Quand il était de bonne humeur, il m'ignorait. Quand il était de mauvaise humeur, mieux valait disparaître de sa vue. Ma mère, Madame Marie des Douleurs, un nom qui ne pouvait pas mieux convenir, était une sainte. Menue, les cheveux toujours tirés en chignon serré, les mains calleuses à force de laver le linge pour les autres. Elle essayait de me protéger comme elle le pouvait, mais face à mon père, il y avait peu de chance. « Reste tranquille, ma fille, murmurait-elle quand papa commençait à crier. Ça va passer, ça va passer. Notre maison n'était qu'un 3 pièces. Un salon qui servait à tout, une chambre pour mes parents, et une petite chambre au fond pour Antoine et moi. Au début, quand nous étions petits, nous nous entendions bien. Il m'apprenait à grimper aux arbres, à pêcher dans le petit ruisseau derrière la maison, à siffler. Mais à mesure que j'avançais en âge, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était subtil. Une main qui restait trop longtemps ici, un regard étrange là. Je ne comprenais pas vraiment. J'étais encore une enfant, n'est-ce pas? Je trouvais normal que mon frère veuille me serrer si fort, vouloir dormir dans mon lit alors que le sien était juste à côté. Ma mère entrait parfois la nuit et me trouvait avec lui. « Antoine, retourne dans ton lit, garçon, disait-elle. » Mais il avait toujours une excuse. Il avait peur de l'orage. Il avait froid. Il voulait se rappeler ses souvenirs d'enfance. Mon père? Ah, mon père trouvait ça charmant. Regardez comme ils s'aiment tous les deux. Ça, c'est une famille unie, disait-il. Et il tapotait fièrement le dos d'Antoine. Le fils parfait. Après tout, il jouait au foot comme lui, buvait comme lui, disait des gros mots comme lui. Ils étaient 2 en 1. Père et fils, inséparables, partenaires pour tout. Moi, j'étais l'embarrassante. La fille qui était née alors qu'il voulait un garçon. La déception ambulante. Mon père ne le cachait à personne. Celle-là, c'est une erreur de calcul, disait-il à ses amis en me montrant du doigt. Mais que faire? Dieu l'a voulu ainsi. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment, c'était un dimanche de Pâques. J'avais environ 7 ans. J'étais tout apprêtée dans une robe jaune que ma mère avait cousue. Toute la famille était réunie, oncle, cousin, la maison pleine de voix et de rires.
Tout le monde me complimentait sur ma beauté, sur ma transformation en demoiselle. C'était normal, une journée de famille. Mais Antoine n'a pas aimé. J'ai vu dans ses yeux cette colère soudaine. La façon dont il serrait son verre de limonade jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Quand tout le monde est allé dans le jardin pour le barbecue, il m'a traînée dans un coin. Tu te crois très belle, hein? Tu veux attirer l'attention des autres? Je n'ai pas compris. L'attention de qui? J'étais assise tranquillement, mangeant mon morceau de gâteau, et il continuait. Tu es à moi, tu entends, à moi. Je ne veux pas te voir faire du charme à qui que ce soit. À moi. À moi? Un frère n'est pas propriétaire de sa sœur. Mais ce jour-là, à cet instant précis, quelque chose a changé. Son regard est devenu différent. Possessif. Dangereux. Et moi, sans comprendre pleinement ce qui se passait, j'ai eu peur. Une peur glaciale qui remontait le long de ma colonne vertébrale et me nouait l'estomac. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Maman, Antoine est étrange avec moi, ai-je murmuré. Elle lavait la vaisselle, les mains couvertes de mousse, le visage fatigué comme toujours. Elle s'est arrêtée un instant, m'a regardée, et j'ai vu. J'ai vu qu'elle savait. J'ai vu qu'elle comprenait. Mais j'ai aussi vu la peur dans ses yeux. La même peur que je ressentais. C'est dans ta tête, ma fille. Ton frère t'aime. Il veut juste te protéger. Et elle est retournée frotter les assiettes avec une force excessive, comme si elle pouvait ainsi effacer la vérité que nous partagions toutes les deux, mais que nous ne pouvions pas dire à voix haute. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de terrible. J'étais seule. Mon père de son côté, ma mère trop effrayée pour intervenir, et moi au milieu, une fillette de 9 ans devant affronter un monstre qui dormait dans la chambre voisine. Les choses ont empiré. Il a commencé à venir dans la salle de bain pendant que je prenais mon bain. « Tu as oublié ta serviette ?» disait-il, mais il restait là, immobile, à me regarder. Je me recroquevillais, essayant de me couvrir avec mes mains, mais il ne bougeait pas. « Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ton frère, bon sang. Tu n'as pas à avoir honte de moi, » ajoutait-il. J'ai commencé à me baigner habillée. Je verrouillais la porte et ne me déshabillais qu'une fois sous la douche. Même ainsi, il trouvait un moyen. Il forçait la porte, prétextant un besoin urgent d'utiliser les toilettes. Ma mère se plaignait du verrou cassé. Mon père disait que c'était de ma faute, par manque de soins. Les nuits étaient pires. Bien pires. Il attendait que tout le monde dorme et venait dans ma chambre. Au début, il se contentait de rester assis au bord du lit, passant sa main dans mes cheveux. « Tu es belle, tu sais, la plus belle de la famille », murmurait-il. Je faisais semblant de dormir. Je fermais les yeux de toutes mes forces et je priais pour qu'il s'en aille. Parfois ça fonctionnait, parfois non. Quand j'ai eu 11 ans, tout a complètement dérapé. C'était le jour de mon anniversaire. Ma mère avait préparé un gâteau simple, farine de maïs et confiture de goyave. Nous étions juste nous 4. Aucun ami, aucune fête. Mon père m'a offert une poupée usagée, trouvée je ne sais où. Tu es à l'âge d'arrêter ces caprices, a-t-il dit. Antoine, lui, m'a donné un collier en plastique bon marché, comme ceux qu'on vend sur les marchés. Mais il a fait toute une cérémonie. C'est pour ma petite sœur adorée, a-t-il déclaré, et il m'a serré dans ses bras devant tout le monde. Une étreinte trop longue, trop serrée. J'ai senti sa main descendre le long de mon dos, s'arrêter là où elle n'aurait jamais dû s'arrêter. J'ai cherché désespérément le regard de ma mère. Elle l'a détourné. Cette nuit-là, il est revenu dans ma chambre. Mais cette fois, c'était différent. Il n'est pas resté à simplement observer. « Tu es déjà une demoiselle maintenant », a-t-il murmuré à mon oreille. Il est temps d'apprendre certaines choses. Je tremblais tellement que le lit bougeait. J'ai essayé de crier, mais il a mis sa main sur ma bouche. « Reste tranquille. Si tu cries, je dirai à papa que tu sors avec le fils de Monsieur Pierre de la boulangerie. Tu sais ce qu'il te fera ?» Je savais. Bien sûr que je savais. Je l'avais vu frapper ma mère pour bien moins. Alors je suis restée silencieuse. J'ai mordu l'oreiller et je n'ai pas bougé pendant qu'il faisait des choses que j'ai encore du mal à mettre en mots aujourd'hui. Ça faisait mal. Tellement mal que j'ai cru que j'allais mourir. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la souffrance intérieure de savoir que cela arrivait et que personne n'allait intervenir. Le lendemain, je pouvais à peine marcher. Ma mère l'a remarqué, bien sûr. « Jessica, tu boites, pourquoi ?» J'ai inventé que j'étais tombée. Elle n'a plus posé de questions, mais quand Antoine ne regardait pas, elle a appliqué du mercurochrome sur mes blessures. Ses mains tremblaient, des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Mais elle ne disait rien. Jamais rien.
À partir de cette nuit-là, c'est devenu une routine. 2,3 fois par semaine, parfois plus. Il attendait que tout le monde dorme et venait. J'ai appris à me déconnecter. C'est étonnant comme l'esprit peut fuir le corps quand il le faut. Je m'imaginais voler, devenir un petit oiseau libre dans le ciel, n'importe où sauf là, coincé sous ce poids dans mon lit. Mon père continuait à encenser Antoine. Ils sortaient ensemble au bar, rentraient en chantant. « C'est mon fils », criait-il pour que tout le voisinage entende. Un vrai mâle, ajoutait-il, pas comme cette fillette sans grâce. Jessica. Je dépérissais à vue d'œil. J'ai arrêté de manger correctement. J'ai arrêté de parler. À l'école, les professeurs demandaient si tout allait bien à la maison. Je hochais la tête pour dire oui. Que pouvais-je dire? Qui allait me croire? Antoine était le chouchou de tous, beau, poli, serviable, aidait les vieilles dames, jouait au ballon avec les enfants du quartier. Le fils parfait. Personne n'aurait imaginé le monstre qu'il était derrière les portes fermées. Il y a eu un jour où j'ai failli tout raconter. C'était Madame Françoise, la voisine. Elle sortait du lot. Elle n'avait pas de mari, vivait seule, travaillait à l'extérieur. Les autres femmes la critiquaient dans son dos, disaient qu'elle n'était pas comme il faut, mais elle avait toujours été gentille avec moi. « Jessica, ma fille, tu ne vas pas bien ?» Elle m'a demandé un jour, me trouvant en train de pleurer derrière l'église. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai ouvert la bouche. Les mots étaient là, au bout de ma langue. Mon frère, il fait des choses. Mais je me suis souvenu de mon père. De ce dont il était capable, pas seulement envers moi, mais envers ma mère, envers quiconque s'aventurerait à intervenir. Alors je me suis tue. Ce n'est rien, Madame Françoise. Je suis juste triste, je me suis disputée avec une amie. Elle n'a pas cru un instant. J'ai vu dans ses yeux qu'elle comprenait, mais elle n'a pas insisté. Des années plus tard, quand tout était déjà arrivé, elle m'a retrouvée. Je savais, Jessica. Je savais et je n'ai rien fait. Pardonne-moi. J'ai pardonné, bien sûr. Qu'aurait-elle pu faire? À cette époque, personne ne parlait de ces choses. C'était un secret de famille, un sujet interdit, une honte qu'on portait en silence. Quand j'ai eu 12 ans, mon corps a commencé à changer. Les seins apparaissaient, les hanches s'élargissaient, les règles sont venues et m'ont effrayée parce que personne ne m'avait rien expliqué. Ma mère m'a donné des chiffons l'usés et a dit « Maintenant, tu es demoiselle. Attention. » Attention à quoi? Je faisais déjà attention à tout et ça ne suffisait pas. Antoine est devenu encore pire avec les changements de mon corps. C'était comme si j'étais devenu un trophée encore plus précieux. Les visites nocturnes ont augmenté. Parfois, il n'attendait même plus que tout le monde dorme. Il me coinçait dans la salle de bain, dans le cellier, dans n'importe quel recoin sombre de la maison. « Tu deviens appétissante », disait-il. « Bientôt les garçons vont commencer à rôder. Mais tu es à moi, tu te souviens, à moi. » J'étais un objet. Une chose. Une propriété particulière à lui, estampillée et enregistrée. Et le pire, c'est que tout le monde semblait d'accord avec ça. Mon père vivait dans l'idée que c'est Antoine qui choisira avec qui tu te marieras. Il connaît les garçons de la ville, il sait qui est bien. Se marier, il ignorait que le seul homme qui m'avait touché était son propre fils. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un après-midi de décembre. Il faisait une chaleur étouffante, de celles qui rendent tout le monde irritable. Mon père était parti au travail. Ma mère était à la rivière pour laver le linge. J'étais seule à la maison. Seule, non, avec lui. « Viens ici, Jessica, profite qu'il n'y ait personne. » J'ai essayé de fuir. Mais il était plus rapide. Il m'a attrapée par les cheveux et traîné vers la chambre. Cette fois, j'ai lutté. Pour la première fois en toutes ces années, j'ai résisté. J'ai griffé, mordu, donné des coups de pied. Mais il était plus fort. Toujours plus fort. Tu te crois courageuse maintenant, hein? Je vais devoir t'apprendre une leçon. Cette leçon a fait plus mal que toutes les autres fois réunies. Quand c'était fini, je saignais abondamment. Il a regardé le sang sur le drap et haussé les épaules. Nettoie ça avant que maman arrive. Je n'ai pas nettoyé. Je n'arrivais même pas à me lever. Je suis restée là, allongée dans cette flaque rouge, souhaitant mourir, disparaître, cesser d'exister. C'est ainsi que ma mère m'a trouvée. Son cri résonne encore dans mes oreilles. Un cri d'horreur, de douleur, de culpabilité. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Elle a toujours su. Mon Dieu, ma fille, mon Dieu. Elle m'a serré contre elle, m'a bercé comme quand j'étais bébé. Pardonne ta mère, pardonne.
Ce jour-là, quelque chose en elle s'est brisé ou peut-être réparé, je ne sais pas. Je sais seulement qu'elle m'a prise dans ses bras, m'a emmenée à la salle de bain, m'a lavée avec soin. Puis elle a fait un baluchon avec nos vêtements. Nous partons, a-t-elle dit. Où, maman? Je ne sais pas encore, mais d'ici, il faut qu'on sorte. Mais nous n'avons pas réussi à partir. Alors que nous étions à la porte, valise à la main, mon père est arrivé, saoul comme toujours. Il a vu la scène et a tout compris immédiatement. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ma mère a essayé d'expliquer. Elle a bégayé, pleuré, supplié, montré le sang, les blessures. Mon père a écouté en silence. Puis il a regardé Antoine, qui était apparu derrière lui. C'est vrai ça, fils? Antoine a haussé les épaules. Jessica invente des choses. Papa, tu sais comment sont les femmes. Elle doit être jalouse parce que j'ai trouvé une petite amie. Mon père a cru, ou a fait semblant de croire, ou s'en fichait. Il a giflé ma mère si fort qu'elle est tombée. Arrête de protéger cette traînée. Tu veux partir, pars. Mais la fille reste. Quelqu'un doit cuisiner et nettoyer dans cette maison. Ma mère m'a regardée. J'ai vu l'instant exact où elle a renoncé à moi, à elle-même, à sa vie. Elle a lâché la valise et est allée dans la chambre. Nous n'avons plus jamais parlé de ce jour-là. La vie a continué. Les visites nocturnes ont continué. Mon corps a continué d'être envahi. Mon âme a continué de mourir petit à petit. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus cette fillette effrayée qui mordait l'oreiller pour ne pas crier. Maintenant, j'étais une survivante. Et les survivantes font ce qu'il faut pour continuer à vivre, même si, à l'intérieur, elles sont mortes depuis longtemps. C'est comme ça que ça marche dans une maison où le monstre a la protection du roi, où la reine est trop faible pour protéger la princesse, où les cris sont étouffés et les larmes invisibles. C'est comme ça qu'une fille apprend que famille peut rimer avec enfer. Et le pire était encore à venir. L'année a commencé différemment. Je me suis réveillée le premier jour de janvier avec l'estomac en boule, mais ce n'était pas une gueule de bois. Nous ne fêtions même rien à la maison. C'était de vraies nausées, celles qui viennent de nulle part et vous font courir aux toilettes. J'ai pensé que c'était quelque chose que j'avais mangé. Je ne savais pas que ces nausées allaient changer le cours de ma vie pour toujours. Janvier est passé en volant. Les nausées persistaient surtout le matin. Ma mère l'a remarqué, bien sûr. Une mère remarque tout, même quand elle fait semblant de ne pas voir. Tu manges des choses avariées, fillette? J'ai secoué la tête. De la nourriture avariée, nous n'en avions pas. Nous avions à peine de quoi manger, encore moins de quoi varier les repas. C'est un mardi de février que j'ai compris. Mes règles étaient en retard. Très en retard. Je ne faisais pas vraiment attention à ces choses, je n'avais jamais été régulière. Mais quand j'ai additionné le retard avec les nausées, avec les seins douloureux, avec cette étrange envie de manger des cornichons salés, mon Dieu, non, ça ne pouvait pas être vrai. Mais c'était. Je me souviens du désespoir qui m'a submergée assise sur le sol de la salle de bain, comptant sur mes doigts combien de mois s'étaient écoulés sans règles. Décembre, rien. Janvier, non plus. Février était déjà à moitié passé. 3 mois en mois. La panique a été telle que j'ai vomi sur le champ. Cette fois, ce n'était pas des nausées de grossesse, c'était de la terreur pure. 14 ans. J'avais 14 ans et j'étais enceinte, de mon propre frère. Comment allais-je raconter ça? À qui? Ma mère savait déjà pour les abus et ne faisait rien. Mon père, il dirait que c'était de ma faute, que j'avais séduit Antoine. Et lui, qu'est-ce qu'il ferait quand il saurait? Alors j'ai décidé de cacher. Je n'avais pas d'autre solution. J'ai commencé à porter les vêtements les plus larges que je trouvais. Chemisier de mon père, robes amples de ma mère. J'attachais des tissus autour de mon ventre, serrant si fort que ça faisait mal. N'importe quoi pour dissimuler le volume qui commençait à apparaître. Mais un corps d'enfant enceinte, on ne peut pas le cacher longtemps. C'est ma mère qui s'en est aperçue en premier, bien sûr. Un matin de mars, elle est entrée dans ma chambre pendant que je me changeais. Elle a vu le ventre déjà saillant, les seins gonflés, les premières vergetures. Son visage a perdu toute couleur. « Jessica, ma fille, tu es… » J'ai commencé à pleurer. C'était la première fois que je pleurais vraiment. Pas ces pleurs silencieux que j'avais appris à faire pour ne déranger personne. Je sanglotais si fort que j'arrivais à peine à respirer. « Maman, je ne voulais pas, je jure que je ne voulais pas, c'est lui, il… » Elle m'a serré fort, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Nous avons pleuré ensemble, là, sur le sol froid de la chambre, deux femmes détruites par la même disgrâce.
Il faut le dire à ton père, a-t-elle fini par murmurer. Mon sang s'est glacé. Non, maman, pour l'amour de Dieu, il va me tuer. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jessica? Elle avait raison. Avec 4 mois, ça deviendrait difficile à dissimuler. Avec 5, ce serait impossible. Mais la peur était plus forte que la raison. Attendons encore un peu, juste un peu. Elle a accepté. Pauvre mère, elle avait aussi une peur mortelle de mon père. Mais en cachette, elle a commencé à s'occuper de moi. Elle gardait de la nourriture en plus, faisait bouillir des tisanes pour calmer les nausées, passait de l'huile sur mon ventre pour limiter les vergetures. Antoine continuait à venir dans ma chambre. Surréaliste à dire, mais il ne remarquait rien. L'homme est une bête bornée quand il veut. Il faisait ce qu'il faisait et partait, sans se rendre compte que mon corps changeait, que je gémissais, non pas de plaisir, ça n'a jamais été du plaisir, mais de douleur, parce que tout faisait plus mal avec ce bébé qui grandissait en moi. Avril est arrivé, et avec lui, mon désespoir a grandi. Le ventre était déjà impossible à cacher complètement. J'ai commencé à porter un châle en permanence, même sous la chaleur accablante de la région. À l'école, j'ai inventé que j'avais un problème de colonne. C'est pour ça que je marchais courbée. Les professeurs ont cru, ou ont fait semblant de croire. Mais à la maison, c'était de plus en plus difficile. C'était une nuit de mai quand tout a basculé. Mon père est rentré plus ivre que d'habitude, s'est emporté contre ma mère à cause du dîner froid, a brisé 2 assiettes et donné un coup de pied au chien. Antoine a tenté de le calmer, mais cette fois même le fils préféré n'y est pas parvenu. « Où est cette traînée de Jessica ?» a-t-il hurlé. Je me suis réfugiée dans ma chambre, priant pour qu'il m'oublie. Mais ce soir-là, je n'ai pas eu cette chance. Il a enfoncé la porte et m'a trouvée recroquevillée dans un coin, le ventre protégé par mon châle. Il a fait quelques pas vers moi et s'est arrêté. Ses yeux passaient de mon visage à mon ventre, puis revenaient encore sur mon visage et redescendaient. « Enlève ce tissu, papa. » J'enlève ce tissu, ai-je murmuré, les mains tremblantes, et j'ai retiré le châle. Je suis restée là, debout, le ventre de 5 mois bien visible sous ma robe fine. Le silence était plus lourd que n'importe quel cri. Son visage est devenu rouge, puis violet. Ses yeux semblaient vouloir sortir de leurs orbites. Quand il a enfin parlé, sa voix était basse, menaçante. « De qui c'est ?» J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. « De qui est cet enfant ?» Je ne savais pas quoi répondre. « Je te demande de qui est cet enfant. » « Jean, calme-toi » a tenté ma mère de s'interposer. Il l'a giflée sans même la regarder. « Tais-toi » a-t-il craché, reportant son attention sur moi. « Traînée. J'ai toujours su que tu ne valais rien. C'est qui, le fils du boulanger, l'aide du boucher, combien, hein ?» Chaque mot me déchirait comme une lame. À 14 ans, enceinte de mon propre frère, voilà ce que mon père voyait en moi. « Papa, ce n'est pas, ne m'appelle pas papa » ai-je murmuré. Il a craché les mots. Je ne suis pas le père de. C'est alors qu'Antoine est entré dans la chambre. Il a tout vu, tout compris. Mais au lieu de peur ou de honte, j'ai vu sur son visage une colère froide. « Qu'est-ce qui se passe ici, ta sœur ?» Mon père m'a pointé du doigt comme si j'étais une bête répugnante. La traînée est enceinte. Nos regards se sont croisés une seconde. Dans ce court instant, il a compris que j'allais parler. Alors il a agi le premier. Je l'ai vu avec Mathieu de la station-service plusieurs fois. J'ai essayé de vous prévenir, mais vous n'avez pas cru, a-t-il dit calmement. Mathieu, le pompiste. Un garçon de 16 ans à peine attentif à moi. Mais prononcer ce nom a suffi pour que mon père explose. Ce fils de, je vais le tuer, a-t-il crié, titubant, ivre mais déterminé. Antoine l'a suivi. Non pour empêcher quoi que ce soit, mais pour s'assurer que l'histoire collerait. Je suis restée seule avec ma mère. Elle m'a regardée avec un mélange de pitié et de désespoir. « Pourquoi tu n'as pas dit la vérité ? Ça aurait servi à quoi ? Tu crois qu'il aurait cru ?» ai-je répondu, trop épuisée pour pleurer. Elle est restée silencieuse. Nous savions toutes les deux la réponse. Ce qui a suivi a été un enfer encore plus cruel. Mon père a cherché Mathieu et a provoqué le plus grand scandale de toute la ville. La famille du garçon était paniquée, jurant qu'il n'avait jamais rien fait. Et c'était vrai. Mais mon père avait déjà répondu que le pompiste avait abusé de sa fille. En 2 semaines, ils ont quitté la ville, fuyant la honte, les menaces, les ragots. Un innocent avait payé pour le crime de mon frère. Quant à moi, je suis devenue la honte de la famille, officiellement la perdue, celle qui avait déshonoré les Moreau. Mon père ne me regardait plus. Ma mère s'occupait de moi en cachette, toujours avec ce regard chargé de culpabilité.
Antoine, lui, il était devenu le héros, le fils exemplaire, le frère qui protégeait l'honneur de la famille, celui qui avait essayé de prévenir notre père. Dégoûtant. La nuit, il continuait à venir dans ma chambre, parfois moins qu'avant. Car j'étais désormais la marchandise abîmée, comme il disait. Mais il venait et murmurait, « Cet enfant est à moi, n'oublie jamais ça. » Juin est passé lentement. Juillet a été encore pire. Mon ventre grossissait, le bébé bougeait, et moi, je dépérissais de l'intérieur. J'ai cessé d'aller à l'école. Mon père l'a interdit. « Je ne veux plus que tu aies honte avec moi, » disait-il. Je suis restée enfermée à la maison, prisonnière dans ma propre prison, portant une autre prison dans mon ventre. Mes seules sorties étaient pour l'église. Mon père voulait que tout le monde voie mon péché, ma honte. Les bigotes murmuraient, pointaient du doigt, secouaient la tête en signe de désapprobation. Je m'asseyais au dernier banc, le châle couvrant mon ventre déjà énorme, et je ne priais pas pour le pardon. Quel pardon pouvais-je espérer? Pas pour moi, pas pour la paix, juste pour la force, pour trouver une sortie, pour un miracle. En août, avec 8 mois de grossesse, chaque pas était une lutte. Mes pieds étaient enflés, mon dos me faisait souffrir, et le poids du bébé m'écrasait comme du plomb. Ma mère pratiquait les accouchements à domicile. Elle était sage-femme pendant son temps libre, quand elle n'était pas occupée à laver le linge ou à encaisser les coups de mon père. Elle me préparait, m'apprenait à respirer, à supporter la douleur. « Ça va être dur, disait-elle. Tu es si jeune, si frêle, mais nous allons y arriver. » Comme si elle pouvait porter avec moi le fardeau de donner la vie à un enfant qui était à la fois mon neveu. C'est au petit matin de septembre que les premières contractions ont commencé. Je me suis réveillée avec un pincement dans le dos, puis dans le ventre, et du liquide s'écoulant entre mes jambes, la poche des os s'était rompue. J'ai appelé ma mère à voix basse. Elle est arrivée en courant, évaluant rapidement la situation. « Ça y est, ma fille, c'est pour aujourd'hui », a-t-elle murmuré. Les heures suivantes ont été un brouillard de douleur. Je mordais un tissu pour ne pas crier, pour ne pas réveiller les hommes de la maison. Ma mère faisait bouillir de l'eau, préparait des linges propres et murmurait des mots d'encouragement. « Force, ma fille, respire, voilà, encore un peu. » Mais ce n'était pas fini. Le bébé était en siège et refusait de se retourner. Ma mère suait autant que moi, ses mains expérimentées cherchant à le manœuvrer. « Sainte Marie, aide ma fille », priait-elle entre les gestes. 16 heures de travail ont passé. 16 heures qui ont semblé durer 16 ans. Quand le bébé a enfin commencé à sortir, je n'avais plus de force pour pousser. Encore un effort, Jessica, juste une fois de plus, m'encourageait ma mère. Et dans une ultime vague de douleur, il est venu au monde. Un garçon, petit mais parfait, aux cheveux foncés et à la peau claire. Ses yeux, verts, étaient exactement comme ceux d'Antoine. Ma mère a coupé le cordon, nettoyé le bébé et l'a enveloppé dans un lange. Lorsqu'elle l'a posé sur ma poitrine, un sentiment inattendu m'a submergé, un amour pur, dévastateur, inconditionnel. Cette petite créature n'avait aucune culpabilité, était innocente, pure, méritait toute la protection du monde. « Comment vas-tu l'appeler » a demandé ma mère. Avant que je ne puisse répondre, la porte s'est ouverte. Mon père est entré, Antoine derrière lui. Ils ont vu le bébé, m'ont vu épuisé, saignant encore dans le lit. « C'est un garçon » a dit mon père, un bref éclair de fierté traversant son visage avant de disparaître. « Peu importe » disait le silence, c'était toujours son fils. Antoine s'est approché, a regardé l'enfant, ses yeux verts, son menton déjà carré comme le sien. Il a souri. « Il est beau, le gosse » a-t-il dit. Pendant un instant, un très court instant, j'ai cru voir dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du remords. Mais non, c'était de la possessivité, de la fierté tordue. Ce bébé était la preuve vivante de son emprise sur moi. Il s'appellera Charles, a décidé mon père. Charles, un nom d'homme respectable. Peut-être qu'il ne suivra pas les traces de sa mère. Mon fils avait maintenant un nom, Charles Moreau. Mon père s'est emparé de l'acte de naissance, car officiellement, personne ne devait savoir qui il était. Mathieu était déjà parti depuis des mois, alors aucun nom autre que le mien ne pouvait apparaître. Dans les jours qui ont suivi, la maison a pris une atmosphère étrange. Mon père faisait semblant que le bébé n'existait pas. Ma mère faisait de son mieux pour nous gérer toutes les deux. Et Antoine, lui, rôdait, observant l'enfant tété changer de couche, dormir. Parfois, il essayait de le prendre dans ses bras, mais je ne le laissais jamais faire. Tout mon corps se crispait quand il approchait. « C'est mon fils aussi. » Un jour, quand nous étions seuls, il a murmuré. « Ce n'est pas ton fils. »
J'ai rassemblé toute la fermeté dont je pouvais faire preuve pour répondre. C'est mon fils, seulement le mien. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Dans cette maison, dans cette famille, rien n'était vraiment à moi. Ni mon corps, ni mon fils, ni ma vie. Le lait a mis du temps à descendre. Charles pleurait de faim. Moi, je pleurais de désespoir. Ma mère préparait des tisanes, massait mon ventre, mais mon corps semblait refuser de nourrir cet enfant issu de tant de souffrances. C'est Madame Françoise, la voisine, qui a sauvé la situation. Elle est apparue avec une boîte de lait en poudre. Elle a dit qu'il lui en restait des petits-enfants. Un mensonge, bien sûr qu'elle l'avait acheté, mais elle l'a présenté d'une façon que mon père ne pouvait pas refuser sans paraître pire qu'il ne l'était déjà. Accepte, Jean, c'est pour l'enfant. Il n'est coupable de rien. C'est ainsi que Charles a survécu à son premier mois. Le lait en poudre offert par la voisine, de petits vêtements qui apparaissaient mystérieusement à la porte, une couverture ici, une sucette là. La ville savait, tout le monde savait, et certains essayaient d'aider comme ils le pouvaient. Mais la situation à la maison ne faisait qu'empirer. Mon père buvait davantage, frappait davantage. Ma mère dépérissait sous nos yeux, et Antoine commençait à élaborer ses plans. Quand le gosse grandira, il sera comme moi, disait-il. Je vais tout lui apprendre. Il sera mon partenaire, mon sang. La terreur que j'ai ressentie en entendant ça dépassait toutes les violences que j'avais subies jusqu'alors. Mon fils, il voulait transformer mon fils en monstre à son image. Non, jamais. Je mourrai avant de laisser ça arriver. C'est à ce moment que j'ai commencé à planifier notre fuite. Seul, à 15 ans, avec un bébé de quelques mois, sans argent, sans endroit où aller, mais il fallait tenter le coup. Pour Charles, pour cet enfant innocent qui méritait une chance d'être différent, meilleur, libre. Le problème était évident, comment fuir d'une prison où tes geôliers dorment à côté? Comment protéger un enfant quand toi-même tu es encore un enfant? Comment trouver le salut quand le monde entier t'a tourné le dos? La réponse viendrait d'une manière inattendue et changerait nos vies pour toujours. Mais ça, je vous le raconterai plus tard. Pour l'instant, le plan de fuite martelait sans cesse dans ma tête, jour et nuit. Charles avait déjà 3 mois. Il buvait bien au biberon et dormait presque toute la nuit. Mais comment une fille de 15 ans sans le sou pouvait-elle espérer s'enfuir avec un bébé? Où aller? Avec quel argent? C'est en décembre que j'ai trouvé le courage pour ma première tentative. Mon père était supposé être au travail. Antoine était parti jouer au foot. Ma mère était dehors, occupée à étendre le linge. J'ai pris Charles dans mes bras et l'ai enveloppé dans une couverture. J'ai mis dans un sac de course ses quelques vêtements et une boîte de lait. Je n'avais même pas de valise. Je partais comme une mendiante. J'ai franchi le portail, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Un pas sur le trottoir. 2, 3. C'est là que j'ai entendu la voix de mon père. Où tu crois que tu vas? Il n'était pas parti travailler. Il était là, tapi, comme s'il avait deviné mon plan. Je me suis retournée lentement, Charles serré contre moi. J'allais juste prendre l'air avec le bébé. La gifle est tombée avant que je finisse ma phrase. Je me suis assise sur le trottoir, protégeant Charles de mon corps. Il a commencé à hurler, effrayé. Traînée, menteuse. Tu pensais t'enfuir avec le bâtard? Il m'a traînée dans la maison par les cheveux, a verrouillé la porte et pris la clé. À partir de ce jour, je suis devenue une prisonnière officielle. Je ne pouvais plus sortir, même dans le jardin, sans surveillance. Janvier 1966 est arrivé, chaud et étouffant. Charles grandissait, et chaque jour il ressemblait davantage à Antoine. Les mêmes yeux verts, le même menton carré. C'était ma bénédiction et ma malédiction. J'aimais cet enfant plus que ma propre vie, mais chaque trait familial me rappelait l'horreur que j'avais subie. Antoine s'est mis à s'intéresser davantage au garçon. Il voulait le prendre dans ses bras, le câliner, jouer avec lui. J'étais dégoûtée, mais je ne pouvais pas toujours l'en empêcher. Mon père soutenait, laisse l'oncle s'occuper du neveu. C'est bon d'avoir une figure masculine autour. Figure masculine? S'il savait quelle figure c'était. Un après-midi, je l'ai entendu parler avec un ami. Quand le gosse grandira, il sera mon partenaire. Je vais tout lui apprendre. Femme, boisson, amusement. Il sera un homme de vrai, pas une mauviette élevée par les femmes. J'ai gelé. Il ne parlait pas simplement de lui apprendre à jouer ou pêcher. Il voulait transformer mon fils en un autre prédateur, un autre monstre. Non, jamais. Je préférais mourir. Je préférais tuer avant de laisser ça arriver. C'est une nuit de février que j'ai essayé à nouveau. Cette fois, j'étais plus maligne.
J'ai attendu que tout le monde dorme profondément. J'ai pris le couteau de cuisine et j'ai forcé doucement la fenêtre de ma chambre, sans bruit. J'ai passé Charles en premier, puis je me suis faufilée par l'ouverture. J'étais presque dans la rue quand le chien du voisin a commencé à aboyer. Tout le voisinage s'est réveillé, des lumières se sont allumées, des gens ont regardé. Mon père est apparu à la porte, en caleçon et en tonne, furieux. « Attrapez-la !» J'ai couru avec Charles dans les bras, pieds nus. J'ai couru comme jamais. Mais où aller? Je ne connaissais personne. Je n'avais pas de famille en dehors de celle-là. Les rues sombres semblaient toutes pareilles. Le bébé pleurait. Moi aussi, noyé dans le désespoir. Je me suis cachée derrière l'église, accroupie, priant pour que le jour se lève, pour qu'apparaisse une solution, un miracle. Mais aucun miracle n'est venu. Mon père est arrivé avec Antoine et 2 amis. Ils m'ont retrouvée facilement. Petite ville, peu d'endroits pour se cacher. La raclée que j'ai reçue cette fois-là a failli me tuer. J'ai pris des coups jusqu'à m'évanouir. Je me suis réveillée 2 jours plus tard, toute bleue, les yeux à peine ouverts tant ils étaient gonflés. La prochaine fois, je te tue. Mon père a promis. Et le bâtard avec. Je n'ai pas douté. La haine dans leurs yeux était réelle, palpable. Si j'essayais de fuir encore, je finirais dans un cercueil. Mars est passé. Avril aussi. Je vivais comme un fantôme dans cette maison. Je m'occupais de Charles, faisais les tâches ménagères. Je prenais des coups quand je faisais une erreur. Antoine continuait à venir la nuit quand il le voulait, moins qu'avant. J'étais usée, abîmée, mais il venait encore. « Tu continues à être à moi », disait-il. Peu importe combien d'enfants je suis. La terreur de tomber enceinte à nouveau me consumait. Mais que pouvais-je faire? Verrouiller la porte ne servait à rien. Il la forçait. Crier ne servait à rien. Me défendre était impossible. Il était plus fort. C'est en mai que j'ai rencontré Rosine, une fille de mon âge. Elle a commencé à fréquenter l'église. Elle venait de Paris avec sa famille. Le père était banquier. Rosine était différente de tout le monde en ville. Elle portait des pantalons, disait des gros mots, fumait en cachette. Au début, elle m'a fait peur. Puis elle m'a fascinée. C'était tout ce que je voulais être, libre, courageuse, maîtresse de soi. Nous avons commencé à parler après la messe. Elle ne me jugeait pas, ne chuchotait pas dans mon dos comme les autres. « Quel âge a ton fils ?» m'a-t-elle demandé un jour. « Dis-moi. Et le père ?»« Il n'y a pas de père », ai-je répondu. Elle m'a regardé d'une manière que seule une autre femme peut comprendre. « Il y a toujours un père », a-t-elle murmuré. La vraie question, c'est de savoir s'il vaut la peine d'en parler. Je n'ai rien dit, mais je crois qu'elle a compris. Peu à peu, elle a commencé à venir à la maison avec des excuses anodines, emprunter un livre, demander une recette. Mon père ne l'aimait pas. « Celle-là n'est pas une fille comme il faut », grognait-il. Mais ma mère défendait ses visites. « C'est bon d'avoir de la compagnie », disait-elle. Ce que personne ne savait, c'est que Rosine m'aidait à planifier ma fuite. Elle avait des contacts à Paris, connaissait des maisons d'accueil et des refuges pour femmes comme moi, des endroits qui acceptaient les mères célibataires sans poser de questions. « Mais il faut de l'argent pour le billet », expliquait-elle. « Et pour te tenir jusqu'à ce que tu trouves un emploi. » De l'argent. Toujours ce maudit argent. Mais où une fille prisonnière à la maison pouvait-elle en trouver? La solution est venue de manière inattendue. Juin est arrivé avec la fête de la ville, feu de joie, danse folklorique, vin chaud. Mon père a décidé que la famille devait y participer. Les apparences, toujours les apparences. Il m'a obligée à mettre une robe à fleurs et à attacher un ruban dans mes cheveux. Charles allait dans mes bras, vêtu d'un petit costume de paysan. Pendant que mon père buvait avec ses amis et qu'Antoine dansait avec les filles, j'ai trouvé un moment seul. Je me suis assise sur un banc à l'écart, berçant Charles qui s'agitait avec le bruit. C'est là qu'elle est apparue, Madame Laurence, la femme du maire, riche, élégante, sans enfant. Tout le monde savait qu'elle souffrait de ne pas pouvoir avoir de bébé. « Je peux le tenir un petit peu ?» a-t-elle demandé, regardant Charles avec des yeux pleins de désir. J'ai laissé. Elle l'a pris avec tant de soin et de tendresse que Charles, d'habitude méfiant, s'est immédiatement calmé. Il a même souri. « Il est beau » a-t-elle murmuré. « Si beau !» Nous sommes restés là, en silence, elle berçant mon fils, moi réfléchissant à la vie. Puis elle a parlé, « Ça doit être difficile de tout affronter seule. » J'ai hoché la tête, incapable de faire semblant. « Si tu as besoin d'aide, quoi que ce soit » a-t-elle ajouté. J'ai regardé dans ses yeux et j'y ai vu de la bonté.
De la vraie bonté, pas la fausse charité des bigotes de l'Église. Vous parlez sérieusement ? Très sérieusement, a-t-elle répondu. C'est ainsi que tout a commencé. Madame Laurence a commencé à m'aider en secret, envoyant des paniers de nourriture, des vêtements pour Charles, parfois de l'argent, toujours discrètement, toujours par des intermédiaires. Mon père pensait que c'était la charité de l'Église. Avec l'argent qu'elle me donnait, j'ai commencé à économiser pour notre fuite. Je cachais les billets dans la doublure du matelas, entre les couches, dans tous les coins sûrs que je trouvais. Centime par centime, billet par billet. Juillet est passé rapidement. Charles rampait déjà, babillait ses premiers mots. « Maman », a-t-il dit en premier. J'ai tellement pleuré quand il a prononcé ce mot. C'était la preuve que malgré tout, j'étais une mère. Vraie mère, pas seulement la fille qui avait accouché. Août a apporté une nouvelle tentative frustrée. Cette fois, je n'ai même pas réussi à sortir de la maison. Antoine m'a surprise en train de préparer le sac dans la nuit. « Tu vas voyager, petite sœur ?» a-t-il demandé, un sourire cynique sur le visage. Charles a de la fièvre et je vais l'emmener au dispensaire, ai-je menti. Menteuse, a-t-il dit. Il m'a coincé contre le mur, sa main sur mon cou, serrant juste assez pour rappeler qu'il avait le pouvoir. Si tu essaies de fuir encore, ce ne sera pas papa qui te tuera. Ce sera moi, et le bâtard. Bon, on peut toujours en refaire un autre, hein ? La menace à Charles m'a brisé. Je pouvais tout supporter, sauf perdre mon fils. J'ai rangé le sac et annulé le plan pour le moment. Septembre est arrivé, apportant le premier anniversaire de Charles. J'ai fait un petit gâteau simple avec la farine que j'avais. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire » à voix basse. Mon père n'aimait pas les chichis. Charles a applaudi et s'est barbouillé de glaçage. Pendant un bref instant, nous n'étions que mère et fils, célébrant la vie. Mais la réalité est revenue vite. Cette nuit-là, Antoine avait trop bu. Il est entré dans ma chambre en titubant, puant le calvados. Aujourd'hui, ça fait 1 an, a-t-il dit, en regardant Charles dormir dans le berceau improvisé. 1 an depuis la naissance de mon fils. Ce n'est pas ton fils, ai-je entendu mon père dire sans humour. Non, regarde-le bien. Les yeux, le menton, c'est mon portrait craché. Sors de ma chambre. Ta chambre ? Plus de rire. Rien ici n'est à toi. Ni la chambre, ni le fils. Tu es à moi. Tu as oublié. Il m'a attrapé. J'ai essayé de lutter, mais il était fort. Il était saoul, violent. Charles s'est réveillé, agité, et a commencé à pleurer. Fais-le taire, a grogné Antoine. Je me suis échappé. J'ai couru jusqu'au berceau. J'ai bercé Charles, désespéré, pour le calmer. Derrière moi, j'ai senti Antoine s'approcher. Bon de vous voir tous les deux ensemble, mère et fils. Ma famille, ta famille. La bile m'est montée à la gorge. J'ai serré Charles contre moi, comme si mon corps pouvait le protéger. Puis, sa voix pâteuse d'alcool. Un jour, je vais dire qui est le vrai père. Et alors, nous 3, nous serons une vraie famille. C'était la goutte d'eau. Là, avec mon fils dans les bras et ce monstre dans mon dos, j'ai pris une décision. J'allais fuir, même si ça me coûtait la vie. J'allais sortir Charles de là. Je devais le sauver de cet enfer. Ce que je ne savais pas, c'est que l'opportunité était plus proche que je l'imaginais et viendrait de la façon la plus tragique possible. Octobre a commencé différemment. Mon père était étrange, plus silencieux, buvant moins. Au début, j'ai pensé que c'était dans ma tête, mais ma mère l'a remarqué aussi. Jean est bizarre, a-t-elle commenté un jour en lavant la vaisselle. Il traîne fatigué, sans appétit. C'était vrai. L'homme qui avait toujours été un taureau fort et brutal semblait rétrécir, la peau jaunâtre, les yeux enfoncés. Mais personne ne disait rien. Dans notre maison, montrer de l'inquiétude était un signe de faiblesse. Un matin d'octobre, tout a changé. Je me suis réveillée avec des cris venant de la chambre de mes parents. J'ai couru avec Charles dans les bras. Mon père était tombé par terre, se tordant, l'écume sortant de sa bouche, tout le corps raide. Ma mère était agenouillée à côté de lui, essayant de le maintenir. « Appel de l'aide !» criait-elle. Antoine est apparu, effrayé. Pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Il a couru chercher le pharmacien. C'était le plus proche d'un médecin à l'époque, mais cela n'a servi à rien. Quand M. Firma est arrivé avec sa mallette de médicaments, mon père avait déjà cessé de bouger, de respirer. Infarctus, a diagnostiqué le pharmacien. Foudroyant, rien à faire. Mon père était mort. L'homme qui m'avait terrorisé toute ma vie, qui avait permis tous les abus, qui m'avait traité de traînée, était mort.
Là, sur le sol de la chambre, en pyjama et pantoufles, je devais ressentir quelque chose. Tristesse, soulagement, n'importe quoi. Mais je n'ai ressenti que du vide. Un vide immense, comme si un poids que je portais depuis des années avait disparu et que je ne savais plus marcher sans lui. Les funérailles ont eu lieu cet après-midi même. Dans une petite ville chaude, on ne peut pas attendre. La maison s'est remplie de gens, des parents que je n'avais jamais vus, des amis du bar, des collègues de la mairie, tous se lamentant, tous faisant semblant que M. Jean Moreau avait été un bonhomme. Il était rigide mais juste, disait-il. Il s'occupait de sa famille, travailleur, honnête. Des mensonges, mais des mensonges que tout le monde préférait croire. Antoine est devenu l'homme de la maison du jour au lendemain. Il a reçu les condoléances, organisé l'enterrement, pris les décisions. J'ai vu sur son visage la fierté d'assumer le rôle du père, le nouveau chef, le nouveau propriétaire. Au cimetière, en voyant le cercueil, j'ai réalisé, mon père mort signifiait une chance. Peut-être la seule que j'aurais. L'homme qui m'enfermait, qui me surveillait, qui menaçait de me tuer si je fuyais, n'existait plus. J'ai regardé Antoine de l'autre côté de la fosse. Il tenait ma mère, jouant le rôle du fils dévoué. Mais ses yeux ont rencontré les miens. Et au milieu du deuil, du théâtre de la ville, il a souri. Un petit sourire discret, juste pour moi. Un sourire qui disait tout. Maintenant, c'est moi qui commande. Maintenant, tu es encore plus à moi. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'à ce moment précis, en voyant la terre tomber sur le cercueil de mon père, je planifiais ma liberté. Notre liberté à moi et à Charles. La mort de mon père n'a pas été une tragédie. Ça a été un miracle. Le miracle que j'avais tant prié les premiers jours après l'enterrement. C'était le chaos. Des gens entraient et sortaient de la maison, apportant de la nourriture, présentant leurs condoléances. Ma mère errait dans la maison comme une âme en peine, perdue sans gens pour la commander. Antoine se pavanait, jouant le chef de famille, recevant les documents de succession, signant les papiers. Mais moi, je ne perdais pas de temps. Pendant qu'il s'occupait de la bureaucratie de la mort, je planifiais la vie. Rosine est apparue le 3e jour, avec sa manière à elle de se moquer des conventions. « Alors, tu vas profiter de l'occasion ?» J'ai regardé Charles jouer par terre. 14 mois déjà. Marchant avec ses petites jambes bancales. Disant ses premiers mots. Mon beau garçon. Intelligent. Méritant mieux que cette maison maudite. Je vais, ai-je dit, mais il faut que je sois maligne. Quand ? Bientôt. Avant qu'il prenne le contrôle de tout définitivement. Le plan était simple. Attendre la succession. Prendre ma part parce que j'avais droit à quelque chose en tant que fille. Puis disparaître. Rosine avait déjà parlé avec une cousine à Paris. Elle louait des chambres aux jeunes filles. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était un début. Le problème a surgi quand l'avocat a lu le testament. Oui, mon père avait un testament. Et devinez quoi ? Il a tout laissé au fils aîné. Tout, la maison, le terrain, les économies. Pour ma mère et moi, seulement le droit d'habiter là, tant qu'Antoine le permettrait. Ce n'était pas juste. Ma mère a eu le courage de se plaindre. L'avocat a haussé les épaules. La loi le permet. Votre mari pouvait disposer des biens comme il voulait. J'ai vu le sourire de triomphe sur le visage d'Antoine. Maintenant, c'était officiel. Il était propriétaire de tout. De tous. De moi. Cette nuit-là, allongé dans le lit avec Charles dormant à côté de moi, le désespoir m'a frappé. Sans argent, comment allais-je fuir ? Le billet de train pour Paris coûtait cher. J'avais besoin de nourriture pour le voyage, de lait pour Charles, d'un endroit où rester à l'arrivée. Alors je me suis souvenu de Madame Laurence, la femme du maire. Elle avait dit qu'elle aiderait si j'avais besoin. Est-ce que l'offre tenait toujours ? Le lendemain, j'ai inventé que je devais aller à la pharmacie pour acheter des médicaments pour Charles. C'était un mensonge. Mais ma mère n'a rien questionné. Elle était perdue sans son mari. J'ai couru jusqu'à la maison du maire. Maison énorme, jardin soigné, grille haute. J'ai frappé des mains sur le portail, le cœur dans la bouche. Et si elle ne voulait pas me recevoir ? Et si elle regrettait son offre ? Mais elle est venue. Belle comme toujours, robe élégante, sourire doux. Jessica, quelle surprise! J'ai appris pour ton père, mes condoléances. Merci, Madame Laurence. J'ai besoin de parler avec vous. Elle a vu le désespoir sur mon visage. Entre ma chérie, allons parler. Dans le salon luxueux, avec Charles dans mes bras, regardant émerveillé les ornements de cristal, j'ai tout raconté.
Pas les détails sordides, je n'avais pas encore le courage. Mais l'essentiel, je devais sortir de cette maison, je n'avais nulle part où aller, et je craignais pour l'avenir de mon fils. Elle a écouté en silence. Quand j'ai fini, elle a soupiré profondément. Je me doutais, en petite ville, on se doute toujours. Mais je n'avais jamais eu de preuves. Je n'ai jamais su comment aider. Maintenant, vous pouvez. S'il vous plaît. J'ai juste besoin d'argent pour le billet, pour commencer de nouveau. Elle est restée pensive. Après un temps qui a semblé éternel, elle a parlé. Je peux faire mieux que ça. J'ai une amie à Lyon, propriétaire d'une pension de famille. Elle a besoin d'aide en cuisine, offre chambre et nourriture. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un travail honnête et un refuge sûr. Lyon, assez loin de Châteauroux pour que je n'y croise jamais Antoine. Mon cœur a bondi d'espoir. J'accepte. J'accepte tout ce qu'il faudra. Je vais l'appeler aujourd'hui même. Et le billet de train, considère-le comme un cadeau. J'ai failli fondre en larmes de gratitude, mais Madame Laurence n'avait pas fini. Il y a une condition, Jessica. Tu pars et tu ne reviens jamais. Pas de lettres, pas de nouvelles, plus aucun contact. C'est pour ta sécurité et la mienne. Mon mari ne doit jamais savoir que j'ai tendu la main. Tu comprends ? J'ai compris. Bien sûr que j'ai compris. Le maire ne serait pas ravi de savoir que sa femme a aidé la fille perdue de la ville à s'échapper. Ça aurait terni l'image de la famille. Je promets, personne ne saura jamais. Je suis sortie de là avec un cœur léger pour la première fois depuis des années. J'avais un plan. J'avais du soutien. J'avais de l'espoir. Il ne restait plus qu'à agir vite avant qu'Antoine ne se doute de quelque chose. Les jours suivants ont été consacrés à des préparatifs minutieux. J'ai trié l'essentiel. Les vêtements de Charles, les documents, le peu d'argent que j'avais caché. Tout tenait dans un sac de voyage. Toute ma vie résumée dans un seul sac. Rosine m'a épaulée du mieux qu'elle pouvait. Elle a vérifié les horaires des trains, le trajet le plus sûr, les arrêts à éviter. Elle m'a appris à utiliser une cabine téléphonique, à demander des informations, des gestes simples que je n'avais jamais eu à connaître. En ville, c'est différent, me répétait-elle. Il faut être rusé et ne faire confiance à personne. Le jour fixé est enfin arrivé, le 3 novembre. Le train partait à 4 heures du matin. Madame Laurence avait envoyé l'argent du billet par Rosine, avec une lettre de recommandation pour son amie à Lyon. La veille, je n'ai presque pas fermé l'œil. Je restais là, à contempler Charles, mémorisant chaque détail. Ses cheveux châtain clair, son petit nez retroussé, ses mains potelées, mon trésor qui allait enfin découvrir le monde au-delà de ses murs. À 3 heures du matin, je me suis levée doucement. J'ai habillé Charles, encore endormi. J'ai pris le sac et fait le signe de croix. La maison était silencieuse. Ma mère dormait, ronflant doucement dans sa chambre. Antoine était sorti, jour de fête au bordel de la ville. J'ai traversé le salon sur la pointe des pieds. Chaque planche grinçait comme un coup de tonnerre. Charles a bougé dans mes bras. Chut, murmurai-je en le berçant doucement. J'étais presque à la porte quand j'ai entendu sa voix. Tu pars vraiment ? Je me suis figée. Je me suis lentement retournée. Ma mère se tenait là, à l'entrée de la cuisine. Vieille chemise de nuit, cheveux en bataille, yeux rougis par les pleurs. Maman, je savais déjà qu'elle savait tout. Sa voix était un souffle brisé. Mais je n'avais jamais eu le courage. Ton père, j'avais peur. Pourquoi ne m'as-tu jamais protégée ? Les mots sont sortis malgré moi. Des années de rancune concentrées dans une seule phrase. Elle baissa la tête. Parce que je suis faible. J'ai toujours été faible. Mais toi non. Tu es forte, Jessica, plus forte que je ne le serai jamais. Nous nous sommes regardés dans l'obscurité, mère et fille, deux vies opposées. Va, dit-elle enfin, et ne te retourne pas. Prends soin de ce garçon. Offre-lui la vie que tu mérites. Je me suis approchée. J'ai posé un baiser sur son visage. L'odeur du savon de Marseille, le goût des larmes. Au revoir, maman. Au revoir, ma fille. Je suis partie sans un regard en arrière. L'air du matin mordait la peau, glacé et vif. Charles s'était blotti contre ma poitrine, rendormant presque immédiatement. Je marchais rapidement dans les rues désertes. Chaque pas me séparait un peu plus de cette maison, de cette vie, de ce cauchemar. La gare était modeste, éclairée faiblement. Rosine était déjà là, fidèle jusqu'au bout. J'ai cru que tu ne viendrais jamais, murmurai-je. J'ai failli, répondit-elle simplement. Ma mère savait, elle avait toujours su. Rosine hocha la tête, un signe entre femmes. Certaines vérités n'ont pas besoin de mots.
Le train arriva en soufflant et crachant de la fumée noire. Le conducteur, un homme rondouillard, prit mon billet sans lever les yeux. Lyon, c'était loin. Si le trajet tenait, ce serait déjà une victoire. 18 heures. Une journée entière à m'éloigner de l'enfer et à m'approcher d'un futur inconnu. Chaque marche que je gravissais me coûtait l'équilibre fragile entre Charles et le sac. Le train était presque vide, à peine quelques passagers endormis, la tête ballottant au rythme des rails. Je choisis un siège au fond, près de la fenêtre. J'y installai Charles, maintenant éveillé, observant le monde avec ses yeux de bébé curieux. Rosine monta pour un dernier au revoir. « Prends soin de lui et de toi, me dit-elle. Je veillerai sur tout à ton arrivée. Oublie cet endroit, oublie tout. Recommence à zéro. » Je lui souris, consciente que ce n'était pas si simple. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Vous méritez le bonheur, toi et ton fils, ajouta-t-elle. Le conducteur klaxa. Allez-y, on a l'horaire à respecter. Rosine descendit en courant, faisant signe depuis le quai alors que le train prenait de la vitesse. Je lui rendis son geste, les yeux brûlants de larmes retenues. Le train s'éloignait, emportant avec lui les petites maisons familières, l'église où je souffrais en silence, le cimetière où reposait mon père, la place où je n'avais jamais joué. Châteauroux s'évanouissait dans l'obscurité, devenant souvenir, devenant passé. Charles pointa du doigt les lumières qui défilaient à toute vitesse. « Oh maman !»« Oui, mon fils, nous partons très loin. » Il applaudissait, tout joyeux de cette aventure, si petit, si innocent. Il n'avait aucune idée de l'enfer que nous quittions, ni du monstre qui dormirait bientôt dans la maison vide et qui découvrirait que ses proies avaient disparu. J'imaginais la tête d'Antoine face à la chambre vide, la colère, la haine, mais aussi une forme de soulagement. Il n'aurait plus à partager l'héritage ni à nourrir le bâtard de sa sœur. Oui, il serait furieux au début, mais il trouverait vite une autre victime. Les hommes comme lui trouvent toujours. La ville regorgeait de fillettes sans défense, de pères lâches et de mères faibles. Moi, je n'en faisais plus partie. La route se déroulait devant nous, un ruban d'asphalte coupant la campagne. Le soleil pointait à l'horizon, teignant le ciel de rose et d'orange. Charles dormait paisiblement dans mes bras, sa respiration légère, sa petite main agrippant ma blouse. 18 heures. 18 heures pour laisser derrière moi Jessica Moreau et faire naître quelqu'un d'autre. Quelqu'un sans passé, sans traumatisme, sans peur. Quelqu'un qui pouvait recommencer. J'appuyai la tête contre la vitre, observant le paysage défiler. La campagne pauvre, les villages isolés, les stations-service solitaires. La France profonde s'étendait devant mes yeux, immense et pleine de promesses. À Lyon, personne ne me connaissait. Personne ne savait mon passé. Je pouvais raconter n'importe quoi. Veuve de guerre, fille des champs venue tenter sa chance, mère célibataire ordinaire. Peu importait. Sauf la vérité. La vérité était restée enterrée à Châteauroux, avec mon père, avec mon innocence, avec la fille que j'avais été et que je ne serais plus jamais. Charles remua et grogna. Je le mis au sein, pas vraiment pour la faim, mais pour le réconfort. Ses petits yeux verts me fixaient, remplis d'une confiance totale, verts comme ceux de son père. Mais cela n'avait plus aucune importance. C'étaient juste des yeux magnifiques. Les yeux de mon fils, qui grandirait libre, heureux, sans jamais connaître ses origines. Le train berçait doucement, le moteur ronronnait, le temps passait. Nous nous arrêtions dans de petites villes dont je ne connaissais même pas le nom. Des gens montaient, d'autres descendaient, des existences qui se croisaient pour un instant. À un arrêt, je descendis pour aller aux toilettes. Une femme seule avec un bébé attire toujours l'attention. Une dame s'offrit pour tenir Charles pendant que je partais. « Merci, mais je l'emmène avec moi, dis-je. Jamais plus je ne laisserai Charles seul avec un inconnu. Jamais plus je ne ferai confiance aveuglément. » J'avais appris à la dure que le danger se cache là où on s'y attend le moins. De retour dans le train, je pris le casse-croûte préparé par Rosine. Du pain avec du pâté, une banane, de l'eau dans une petite bouteille. Une nourriture simple, mais qui goûtait à la liberté. L'après-midi passa et la nuit tomba. Charles dormit presque tout le trajet, ne se réveillant que pour téter ou quand le train cahotait trop. Moi, je ne dormis pas. Chaque kilomètre franchi était une victoire. Chaque ville dépassée était un soulagement. Enfin, vers minuit, le mécanicien annonça le prochain arrêt, Lyon, gare PH. Ceux qui descendent, préparez vos affaires. Lyon. Nous y étions. Je regardai par la fenêtre et découvris les lumières de la ville. Grands immeubles illuminés, rues larges, un monde complètement étranger à ce que je connaissais. Je respirai profondément.
Ma nouvelle vie commençait maintenant, sans regarder en arrière comme Rosine l'avait dit, sans peur, comme ma mère n'avait jamais su le faire. Juste moi et Charles, contre le monde. Le train s'immobilisa. Je descendis, les jambes flageolantes, le corps endolori par le voyage. Charles se réveilla avec le mouvement, regardant autour de lui, effrayé par tant de lumière et de bruit. « Calme, mon amour, nous y sommes, murmurai-je. La gare était immense comparée à celle de Châteauroux, grouillante de monde, de trains arrivant et partant, de vendeurs criant. Je me sentis perdu, minuscule, mais aussi invisible. Parfait. C'était exactement ce dont j'avais besoin, disparaître dans la foule. Je partis chercher un téléphone public. J'ai composé le numéro que Madame Laurence m'avait confié. Une voix féminine répondit, « Pension Bonne Espérance. »« Allô, c'est Madame Marthe. Madame Laurence m'a envoyé, Jessica Moreau. »« Ah oui, je vous attendais. Venez ma chère, prenez un taxi et donnez-lui cette adresse. » Un taxi, je n'avais jamais pris de taxi de ma vie, mais j'ai appris vite. La grande ville vous forme à la dure. Le chauffeur, un homme âgé et aimable, aida avec mes bagages. Première fois à Lyon, oui. Vous allez voir, la ville est nouvelle, pleine de chances. Des opportunités, c'était tout ce dont j'avais besoin. La pension se trouvait dans un quartier calme, résidentiel. Un immeuble simple, mais propre. Madame Marthe m'attendait à la porte, femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en arrière, tablier à carreaux. Vous devez être fatigué. Venez, j'ai préparé une chambre. La chambre était modeste, mais suffisante. Un lit simple, un berceau improvisé pour Charles, une commode, un miroir. Un luxe comparé à ce que j'avais connu. La cuisine se trouvait au rez-de-chaussée. Vous commencerez demain. Ça va? Oui, ça va. Parfait. 3 repas par jour pour les pensionnaires, petit déjeuner à 6 heures, déjeuner à midi, dîner à 7 heures. Le paiement est hebdomadaire plus la chambre et la nourriture. J'ai accepté tout cela sans hésiter. Je travaillerai autant qu'il le faudra. Cette première nuit à Lyon, allongée dans ce lit étranger avec Charles dormant paisiblement dans son berceau à côté, je me suis autorisée à pleurer. Pleurer de soulagement, de peur et d'espoir. Espoir pour tout ce que j'avais traversé et pour tout ce qui m'attendait encore. Dehors, la ville dormait. Planifiée, moderne, pleine de promesses, où personne ne me connaissait, où mon passé n'existait plus. Je pouvais être n'importe qui. J'ai choisi d'être Jessica Silva, nom banal, sans histoire, jeune veuve, mari mort dans un accident de travail. Une parmi des milliers de migrantes arrivant chaque jour dans les grandes villes à la recherche d'une vie meilleure. Et c'était vrai, en quelque sorte. Je migrais, je cherchais mieux. Juste pas de mari mort. Mon passé était resté à Châteauroux. Mon avenir commençait là, dans cette petite chambre, dans cette ville étrange, avec mon fils dans les bras et la liberté à portée de main. Ce ne serait pas facile, mais ce serait à nous. Et c'était suffisant. Lyon devint à la fois mon salut et mon défi. Les premiers mois à la pension de Madame Marthe furent rudes, mais autrement. Ce n'était plus la terreur d'avant, mais la dureté d'un travail honnête, d'une routine pesante, mais libre. Je me levais à 5 heures du matin. Je laissais Charles dormir, Madame Marthe s'occupait de lui pendant que je partais à la cuisine. Préparer le petit déjeuner pour 15 pensionnaires n'était pas une mince affaire. Pain grillé, au plat, café servi à l'heure. Puis venait le nettoyage, la préparation du déjeuner, haricots, riz, viande. Encore un peu de ménage, et le dîner à préparer. Entre tout ça, je courais pour allaiter Charles, changer ses couches, lui donner de l'attention. Mais vous savez quoi? C'était bon. C'était fatigant. C'était dur. Mais c'était à moi. Personne ne pouvait m'atteindre sans mon accord. Personne n'entrait dans ma chambre à sa guise. Personne ne m'appelait plus traîner. J'étais simplement Jessica, la cuisinière silencieuse mais appliquée. Charles grandissait avec force et énergie. À 1 an et demi, il courait déjà dans la pension, déclenchant les rires des pensionnaires. Il était le rayon de soleil de l'endroit. Madame Marthe fondait pour lui. Les femmes de ménage se disputaient le droit de jouer avec lui. Pour la première fois, mon fils avait une famille, même improvisée, tordue, mais une famille. Je gardais précieusement chaque centime économisé. Le rêve, quitter la pension et louer un petit coin à nous, même minuscule, mais rien qu'à nous. Un endroit où j'élèverais Charles à ma façon, loin des regards indiscrets et des questions embarrassantes. Puis, en 1968, ma vie prit un nouveau tournant. Un nouveau pensionnaire arriva, Robert, fonctionnaire à la retraite, veuf récent, homme poli et silencieux, dans la soixantaine.
Il venait par période, restait quelques semaines, disparaissait, puis revenait. Il remarqua Charles. C'était impossible de ne pas le remarquer, ce garçon de 2 ans, vif, bavard, aux yeux pétillants qui capturait l'attention. Il commença à offrir de petits présents, une petite voiture ici, un livre là. Je le remerciais poliment, mais restais sur mes gardes. Trop de bonté me rend toujours méfiante. Mais Monsieur Robert était différent. Il ne cherchait rien, il conversait simplement, racontait des histoires, jouait avec Charles. Peu à peu, je baissai ma vigilance. Il me parla de sa femme décédée d'un cancer, de ses enfants éloignés, de la solitude qui pesait sur lui. « Vous me rappelez ma fille, avec la même force et détermination », dit-il un jour. Un après-midi, Charles tomba en jouant et se blessa au genou. Il pleurait à chaudes larmes, impossible à calmer. Monsieur Robert apparut alors avec une petite trousse de secours. « J'ai été infirmier militaire », expliqua-t-il en nettoyant la plaie. « Je sais soigner ce genre de blessure. » Pendant qu'il s'occupait de Charles, discutant pour le distraire et chantonnant une chanson idiote, quelque chose changea en moi. Je vis un homme qui n'était pas dangereux, mais qui pouvait être un grand-père, quelqu'un ayant lui aussi besoin de famille. L'amitié se construisit doucement. Il venait parfois à la cuisine et aidait à éplucher les pommes de terre pendant que nous parlions. Il évoquait les années de Gaulle, la reconstruction, l'espoir d'un pays nouveau. J'écoutais, j'apprenais, je rêvais. Un jour, il me fit une proposition. « Jessica, j'ai une maison dans le 7e. Elle est vide depuis le décès de ma femme, trop grande pour moi seule. Que diriez-vous, vous et Charles, d'y habiter? Ce n'est pas une faveur. Vous vous occuperez de la maison, de la cuisine, et je paierai un salaire équitable. » Mon cœur s'emballa. Une maison. Quitter la pension semblait trop beau pour être vrai. Mais que diraient les gens? Il rit doucement. Qu'il parle, je suis trop vieux pour me soucier des ragots. Vous avez besoin d'une maison. J'ai besoin de compagnie. C'est une affaire, pas une romance. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai parlé avec Madame Marthe, qui approuva immédiatement. Robert est un homme droit, Jessica. Je ne l'ai jamais vu manquer de respect à quiconque. J'ai accepté. En mars 1969, nous avons emménagé chez lui. Une maison simple, mais spacieuse. 3 chambres, un jardin, tout bien rangé. Pour la première fois, Charles eut sa propre chambre. La routine était calme. Je m'occupais de la maison et des repas. Monsieur Robert partait tôt le matin et rentrait en fin d'après-midi. Nous conversions au dîner, puis chacun vaquait à ses occupations. Respect mutuel, distance saine. Mais les enfants ne connaissent pas les frontières. Charles adopta Monsieur Robert comme grand-père. Pépé Robert l'appelait-il. Il le suivait partout dans la maison, montrait ses dessins, posait des questions, et Monsieur Robert fondait complètement. C'est lui qui montra à Charles comment faire du vélo, qui l'emmena au parc pour la première fois, qui lui expliqua les avions qui passaient. « Regarde, Charles, ce gros, c'est un Boeing », disait-il. Je regardais les deux ensemble, et mon cœur se serrait. C'était ça, une famille, tendresse sans cruauté, attention sans arrière-pensée. Tout ce qui m'avait manqué enfant, mon fils l'avait reçu. Cela changeait tout. Puis Monsieur Robert tomba malade, un problème de cœur. Je dus veiller sur lui de plus près. Médicaments à l'heure, régime strict, repos obligatoire. Il se plaignait parfois, mais respectait les consignes. « Vous êtes pire qu'un sergent », plaisantait-il. « C'est pour votre bien », répondis-je. « Je sais, c'est pour ça que je supporte », disait-il en souriant. Un après-midi, à l'hôpital après une frayeur, il me prit la main. « Jessica, je dois vous demander quelque chose », murmura-t-il. Je l'arrêtai, « Ne parlez pas comme ça. Écoutez, si quelque chose m'arrive, je veux que vous restiez dans la maison, vous et Charles. J'ai déjà fait les papiers. » Je protestai, c'était trop. Je ne pouvais accepter. Mais il insista. « Je n'ai personne, Jessica. Les enfants appellent à peine. Vous et Charles êtes ma famille maintenant. Laissez-moi prendre soin de vous comme vous le faites pour moi. » Je pleurais pour la première fois depuis des années. Pas pour la maison, pas pour l'argent, mais pour le geste. Quelqu'un me voyait vraiment, pas comme un objet. Quelqu'un voulait me protéger, pas m'exploiter. Monsieur Robert s'améliora, mais resta fragile. J'ai commencé à dormir dans la chambre voisine pour être près de lui. Charles dormait entre nous. Ma chambre quand il avait peur, la sienne quand il voulait une histoire. À 5 ans, j'inscrivis Charles à l'école. Malin, vif, avec son petit uniforme bleu et son cartable, sourire éclatant et dents encore mal rangées. Ma fierté, mon miracle. Un jour, il me demanda,
Maman, pourquoi je n'ai pas de papa? Je bloquais. Je savais que la question viendrait, mais je n'étais pas prête. Ton papa est mort quand tu étais bébé, répondis-je. Comment? Insista-t-il. Accident au travail, il était gentil. Je respirai profondément. C'était un mensonge, mais certains mensonges sont nécessaires. Certaines vérités tuent. Charles accepta l'explication pour l'instant. Je savais qu'un jour, il faudrait inventer davantage, créer des souvenirs, dire n'importe quoi sauf la vérité. 1972 arriva avec la Coupe du Monde. Le pays entier s'arrêta pour soutenir la France. Monsieur Robert acheta une télévision couleur neuve, un luxe incroyable. Nous regardâmes tous les matchs ensemble, lui, moi, Charles, quelques voisins. Charles peignit son visage en bleu, blanc, rouge et courut dans la rue avec les autres enfants. Normal, heureux, libre. En le voyant jouer, je pensais à Châteauroux. Est-ce que ce lieu existait encore? Antoine y vivait-il toujours? Ma mère était-elle en vie? Je chassais ces pensées. Cette ville-là était morte. J'étais quelqu'un d'autre, Jessica Silva, cuisinière, mère célibataire, habitante de Lyon. Le passé n'existait plus, mais parfois, aux aurores, il revenait en cauchemar. Je revoyais Antoine, arrachait Charles de mes bras, et tout recommençait. Je me réveillais en sueur, courant dans la chambre de Charles pour m'assurer qu'il dormait, sain et sauf. En 1973, Charles eut 5 ans. Monsieur Robert organisa une fête, gâteaux, ballons, tous les enfants du quartier. Je pris des photos avec l'appareil qu'il m'avait offert, moment figé de bonheur improbable. Cette année-là, quelque chose changea entre lui et moi. Ce n'était pas de la romance, ni voulu de part et d'autre. C'était plus profond, silencieux, mais puissant. Complicité. Une vraie famille, construite jour après jour dans l'attention mutuelle, dans la tendresse sans condition. L'hiver fut difficile. Il s'affaiblissait de plus en plus. Hospitalisation après hospitalisation. Je me partageais entre l'hôpital et la maison, entre veiller sur lui et sur Charles. Des voisines offraient leur aide, des instituteurs comprenaient. Un réseau de soutien que je n'avais jamais connu à Châteauroux. Une nuit à l'hôpital, sa voix faible murmura. « Jessica, vous avez été la fille que je n'ai jamais eue, et Charles, le petit-fils que je n'ai pas connu. Merci. » Je lui serrai la main, les larmes aux yeux. « Merci à vous, pour tout, répondis-je. » Il s'éteignit en septembre, paisiblement, endormi, comme il le méritait. L'enterrement fut simple. Ses enfants apparurent. 2 hommes en costume, visages peu amicaux, posant 1000 questions. Qui étais-je? Que faisais-je là? Pourquoi leur père m'avait-il laissé la maison? Je suis sa gouvernante, expliquai-je calmement. Gouvernante vivant dans la maison, héritière légitime. L'insinuation était claire, il me prenait pour une maîtresse, une profiteuse. Je laissai dire. Je ne devais rien à personne. L'avocat régla tout. Les papiers étaient en ordre. La volonté de Monsieur Robert était respectée. La maison était à Charles et à moi légalement. Les enfants grognèrent, jurèrent de contester, puis disparurent. Ils ne revinrent jamais. 1974 commença autrement. Pour la première fois, j'avais quelque chose à moi. Une maison, de la stabilité, un avenir. Charles grandissait, sain et curieux. J'avais trouvé un emploi dans une brasserie proche. Il fallait travailler, assurer notre subsistance, mais les nuits étaient solitaires. Sans Robert, la maison semblait immense et vide. Charles ressentait l'absence de son grand-père de substitution, et moi, celle de la compagnie. C'est alors que j'ai rencontré Madame Neuza, voisine antillaise, mère de famille respectée. Elle vit mon désarroi et m'offrit son aide. « Fille, tu portes un fardeau lourd. Je le vois dans tes yeux. Veux-tu parler ?» D'abord, je refusai. Puis une nuit d'insomnie, je frappai à sa porte. Nous prîmes un café et parlâmes. Je ne racontais pas tout. Je ne racontais jamais tout. Mais je parlais de la solitude, de la peur, des cauchemars. Elle écouta, hocha la tête, comprit. Tout le monde a des fantômes, ma fille. Le secret, c'est de ne pas les laisser gouverner nos vies. Nous devînmes amis. Elle gardait Charles quand je travaillais tard. Je participais aux activités de sa communauté. Communauté, appartenance, quelque chose que je n'avais jamais eu à Châteauroux. Charles adorait ses histoires, légendes et mythes. Il apprenait la culture, la religion, le respect des différences. Son esprit s'ouvrait, son cœur s'élargissait. Ce garçon ira loin, prophétisait Madame Neuza. Il a sa propre lumière. J'espérais que ce soit vrai, qu'il s'éloigne définitivement de toute ombre du passé, de toute trace de violence. En 1975, Charles avait 9 ans. Préadolescent curieux, posait 1000 questions. Le père revenait dans ses interrogations. Quel travail faisait-il?
Construction. Il a aidé à bâtir Lyon. Pourquoi il n'y a pas de photos? Tout a été perdu dans un déménagement. Comment vous êtes-vous connu? Chaque question exigeait un nouveau mensonge. Chaque mensonge, une brique de plus dans le mur protégeant la vérité. J'ai commencé à écrire la nuit, après que Charles dormait. Pas pour publier, Dieu m'en garde, mais pour organiser, pour ne jamais oublier. Châteauroux, Antoine, la cave, la fuite, tout était là, en lettres tremblantes, dans un cahier caché au fond d'un tiroir. Un jour, quelqu'un pourrait lire et comprendre, mais jamais Charles. 1976 apporta l'adolescence. Voix qui change, bouton, intérêt pour les filles. Normal, sain, attendu. Mais les yeux, ses yeux verts chaque année de plus en plus semblables à ceux d'Antoine. Parfois, un angle, une expression particulière, et je voyais le monstre dans mon enfant. Je respirais profondément. La génétique n'est pas le destin. L'éducation surmonte la nature. Mon fils était bon, resterait bon, malgré le sang dans ses veines. 1977 arriva. Fin du collège. Charles en costume, le diplôme serré contre lui, le sourire éclatant. Moi, dans le public, les larmes silencieuses roulant sur mes joues. Mon garçon devenait un homme de bien. Les années passaient et j'accompagnais chaque instant comme s'il était le dernier. 1978, Charles passait le bac. Maman, je veux faire l'université, ingénierie, comme papa. Le papa, le fantôme inventé, le héros mort qui l'idolâtrait, l'homme qui n'avait jamais existé. Tu le feras, mon fils. Tu réaliseras tous tes rêves, les tiens, les miens, ceux du papa imaginaire, lui répondis-je. 1978 fut ponctué de nuits d'études, manuels éparpillés sur la table, tension dans l'air. Charles tendu, moi encore plus. Quand les résultats tombèrent, admis à la Sorbonne, génie civil, la joie explosa. Dans la rue, la nouvelle se répandit. Madame Neuza avait préparé une petite fête. Les voisins apportèrent boissons et musique jusqu'à tard. Charles dans mes bras, riant aux éclats. J'ai réussi, maman. Nous avons réussi. Contre tout, contre tous, nous avions réussi. L'université coûtait cher. Personne ne me l'avait dit. Livres, matériel, transport. Je repris 2 emplois, brasserie le jour, ménage la nuit. Éreintant, mais nécessaire pour son avenir. 1979 apporta de nouvelles étapes. Charles en 2e année, en couple sérieux avec Claudia, camarade studieuse et douce. Il effectuait ses stages, devenait l'homme que le père n'avait jamais été. Intègre, travailleur, tendre. Un jour, il rentra avec Claudia. Maman, c'est la femme de ma vie. Je souris. 19 ans et déjà sûr de ses sentiments. Amour de jeunesse, mais amour vrai. 1980, remise des diplômes. Mon fils ingénieur, mes yeux débordant de fierté. Lui sur l'estrade, cherchant mon regard dans la foule. Fête de fin d'études, famille de Claudia présente. Père médecin, mère professeur, frère avocat, gens cultivés, raffinés, me traitant avec respect malgré tout. Madame Jessica, vous avez élevé un homme merveilleux. C'est lui qui est né bon, répondis-je. Mensonge et vérité mêlées. Né de la violence, mais choisissant l'amour. Un miracle façonné dans le sang, la sueur et le silence. 1981, le mariage. Église comble, Charles et Claudia. Marche nuptiale, Charles en costume, Claudia en blanc. Moi, témoin, seule famille du marié. Où sont vos parents, Madame Jessica? Demanda Théon. Tout mort. Autre demi-vérité. Le prêtre parla d'union, d'amour, de famille chrétienne. Je pensais à Châteauroux, au mariage forcé, à la terreur déguisée en sacrement. Et comparé avec ça, 2 jeunes qui se choisissent, s'aiment, se respectent. Différence entre enfer et ciel. 1982 fut béni. Premier enfant, une fille, Marie-Claire, belle, saine, joyeuse. Charles ravi d'être papa, Claudia radieuse, moi grand-mère à 51 ans. J'ai tenu cette petite créature dans mes bras. Parfaite, innocente, vraie famille, sans secret, sans ombre, sans peur. Mamie, elle vous ressemble, commenta quelqu'un. J'observais ses cheveux foncés, son nez retroussé. Rien, grâce à Dieu, rien qui rappelle lui. Puis vint le 2e, Jean-Robert, en hommage à Monsieur Robert. Garçon rieur, tranquille. Charles construisant sa propre famille. Vie stable, foyer heureux. Tout ce que j'avais rêvé, plus que je ne méritais. Lors des réunions de famille, je regardais autour de la table abondante, les rires, les enfants qui jouaient. Vie normale, quotidienne, bénie. Personne ne soupçonnait, personne ne saurait jamais. Et c'est ainsi que cela devait être. 1985, Charles fit le grand pas.
Il lança sa propre entreprise, petite mais prometteuse. Contrat, chantier, parfois difficultés sur le marché, mais il avançait. Maman, je veux que vous arrêtiez de travailler. Laissez-moi m'occuper de vous maintenant. J'ai résisté d'abord. L'indépendance était ma sécurité. Mais il a insisté. Claudia a soutenu. Après tout, je méritais de me reposer. J'ai pris ma retraite du ménage. Vie de mamie à temps plein. Aller chercher les enfants à l'école, faire des gâteaux à la carotte, raconter des histoires pour dormir. Histoires inventées, bien sûr. Fées, princes, fins heureuses. Pas de monstres réels, pas de caves sombres, pas de fuite désespérée. 1986, déménagement dans la grande maison. Jardin, piscine, chambre pour chaque enfant. Charles voulait que j'habite avec eux. Vous êtes la chef de famille, maman. Votre place est avec nous. Ma place. Après tant d'années à chercher, j'en avais enfin une. Mais le passé, lui, ne dort jamais vraiment. Une nuit d'insomnie, j'allume la télé. Journal de 20 heures. Nouvelles de France entière. Soudain, un reportage. Chorou modernise ses infrastructures. Chorou existait encore. Images, interviews, progrès. Je cherche des visages connus. Aucun. 20 ans changent beaucoup de choses. Est-ce qu'il vivait encore là, marié, des enfants? Avait-il fait à d'autres ce qu'il m'avait fait? J'éteins la télé. Certaines portes ne doivent pas s'ouvrir. Nous voici, moi avec mes ans. Le temps file quand on vit, au lieu de survivre. Charles est déjà grand-père. Cheveux gris, même sourire doux. Marie-Claire médecin, comme le pépé de substitution qu'elle n'a jamais connu. Jean-Robert suit les pas de son père en ingénierie. Alice, adolescente, rêve d'être écrivaine. Arrière-grand-mère, vous n'avez jamais pensé à écrire vos mémoires, a demandé l'autre jour. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Quelle mémoire, mon ange. La vie de mamie n'a pas beaucoup d'aventures. Mensonge numéro 1001. Mais certaines histoires ne sont pas faites pour être racontées. Elles sont pour être enterrées, oubliées, effacées. Pour que les prochaines générations écrivent leurs propres histoires, sans tache du passé. Ces derniers jours, j'ai rêvé de Chorou, pour la première fois en années. Mais ce n'était pas un cauchemar. J'ai rêvé de la ville, prenant feu, devenant cendre, emportant tout. Je me suis réveillée légère. Maintenant, enregistrant cette vidéo pour la chaîne Mémoire de grand-mère, je raconte cette histoire pour la première fois. Pourquoi maintenant? Peut-être parce que le temps se termine. Peut-être parce que d'autres femmes ont besoin d'entendre. Peut-être parce que garder des secrets fatigue. Et je suis trop vieille pour porter ce poids seule. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Je sais que c'était lourd. Je sais que ça fait mal. Mais il fallait le dire. Il existe beaucoup de Jessica là-bas, prisonnières dans leur propre cave, croyant qu'il n'y a pas de sortie. Il y a une sortie. Il y en a toujours une. Parfois une porte, parfois une fenêtre, parfois un trou dans le mur qu'il faut creuser soi-même. Mais il y a une sortie. Le miracle n'a pas été l'argent du billet, ni l'emploi, ni même la mort de mon père. Le miracle a été que j'ai cru que je méritais mieux. Le miracle a été d'avoir créé le courage de saisir la chance quand elle est apparue. Charles ne connaît pas cette histoire. Il ne la connaîtra jamais. Certains diraient que c'est mal. Que le fils a le droit de savoir d'où il vient. Moi, je dis que le fils a le droit d'être heureux. De vivre sans le poids d'un crime qu'il n'a pas commis. De croire que le papa était un héros, pas un monstre. Je l'ai protégé toute sa vie de cette vérité. C'est mon dernier acte d'amour. Emporter ce secret dans la tombe. Le laisser continuer à croire aux beaux mensonges que j'ai construits. Papa ingénieur mort dans un accident. Amour de jeunesse de maman. Aujourd'hui, je remercie même ses yeux verts. Ils m'ont appris que l'apparence ne définit pas le caractère. Que la méchanceté ne s'hérite pas, elle s'apprend. Et que l'amour d'une mère peut transformer n'importe quel héritage maudit en bénédiction. Si vous avez regardé jusqu'ici, faites une faveur à cette mamie. Abonnez-vous à la chaîne, mettez votre like. Montrez que mon histoire n'a pas été racontée en vain. Mon nom est Jessica Moreau, ou plutôt c'était. Aujourd'hui, je suis Jessica Silva, mère de Charles, grand-mère de Marie-Claire et Jean-Robert, arrière-grand-mère d'Alice. Je suis la femme qui a choisi la vie, pas la mort. Qui a choisi l'amour, pas la haine. Qui a choisi de mentir pour protéger, pas de parler pour détruire. Et si je devais choisir encore, je referais tout pareil. Adieu pour toujours, Chorou. Salut pour toujours. Nouvelle vie. Yeah.